À la une de l'actualité, les rois et chefs traditionnels chez le président Alassane Ouattara pour partager avec lui 4 propositions pour la paix et la cohésion sociale, des propositions pertinentes selon le chef de l'État. Aujourd'hui, journée nationale de l'audition. Sur 100 élèves, 6 à 7 d'entre eux n'entendent pas. La société ivoirienne d'ORL lance ses activités pour prévenir les problèmes de surdité. Toujours dans l'actualité également, la COP21, la conférence sur le climat de Paris. Les présidents français et chinois lancent l'Action Day, une journée de présentation des projets réalisés pour lutter contre le changement climatique. Bonjour, on part directement au palais présidentiel où les rois et chefs traditionnels ont présenté 4 propositions pour la paix au chef de l'État, 4 recommandations jugées pertinentes par le président Alassane Ouattara. La synthèse avec Jérôme Kofi Aboulin. Trop petite, la salle mosaïque du palais présidentiel s'est révélée pour contenir cette rencontre entre le président de la République Alassane Ouattara et le directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Ce directoire, conduit par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, en sa qualité de maître d'œuvre de la loi traduisant la volonté du chef de l'État de doter les rois et chefs traditionnels d'un statut. Les membres de ce directoire sont donc venus au grand complet à la suite d'une réunion tenue récemment à Yamoussoukro, réaffirmer au président Alassane Ouattara leur engagement à l'accompagner dans toutes ses actions pour la paix en vue du développement de la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes par définition au-dessus de la mêlée, dès lors que vous êtes le président de tous les Ivoiriens. Nous, les rois et chefs traditionnels, à notre modeste niveau, sommes aussi par nature au-dessus de la mêlée, étant les pères de tous les enfants, filles et garçons, de tous nos terroirs. Et aujourd'hui, de toute la Côte d'Ivoire, que nous devons servir avec une forte dose de crédibilité. C'est pourquoi nous souhaitons travailler avec efficience sous votre haute autorité dans l'intérêt supérieur de la nation. Les propositions à l'occasion de cette rencontre faites par les rois et chefs traditionnels, notamment pour relever le défi de la réconciliation, sont d'ordre sécuritaire, politique, économique et judiciaire. Le président de la République s'est dit heureux de savoir compter en toutes circonstances sur ses dépositaires de la tradition. Désormais, il est assigné aux rois et chefs traditionnels 2 missions majeures, que sont la préservation de nos us et coutumes et la sauvegarde et la préservation de la cohésion sociale et de la paix. C'est pour cette raison que j'ai décidé de vous rencontrer pour recueillir auprès de vous les idées et les recommandations en vue de poursuivre l'œuvre de réconciliation que nous avons entamée depuis 2011, après la terrible crise post-électorale que notre pays a connue. Cette crise a fait des milliers de morts, de nombreux blessés et des dégâts incommensurables. Je suis donc heureux aujourd'hui de recevoir les propositions de la chefferie traditionnelle et j'ai noté les 4 points autour desquels ces propositions s'articulent. Les questions sécuritaires et de paix, les questions économiques, les questions politiques et les questions judiciaires. Ces propositions sont importantes et je les ai écoutées avec beaucoup d'attention. Elles seront transmises au gouvernement. Elles seront examinées avec toute l'attention requise, car elles sont pertinentes. Et je suis sûr qu'elles nous aideront dans la prise de décision, pouvant favoriser la réconciliation de tous les Ivoiriens. J'ai bien noté vos recommandations. Je voudrais vous assurer que l'État vous accompagnera, Majesté, honorable chef et roi,
dans votre noble mission, car vous constituez le premier maillon de la chaîne de l'encadrement de nos populations. Et le chef de l'État de préciser que ce jour du 7 décembre, choisi pour ces échanges, date anniversaire du décès du président Félix Houphouët-Boigny, n'est pas le fruit du hasard. La Côte d'Ivoire est à la veille de grands moments. Nous sommes au mois de décembre. Comme je l'ai dit, le 7 décembre est une date importante pour chaque Ivoirien. Et c'est l'occasion de rendre hommage à nouveau à la mémoire de notre premier président. En ce jour anniversaire de son décès, je voudrais non seulement lui rendre hommage, mais prier avec chacun et chacune de vous pour que son âme repose en paix. Je puis vous dire que le démarrage de ces consultations, en ce jour mémorable, a une signification particulière pour nous. Et nous ferons en sorte de mériter de sa mémoire, de son œuvre. Ambiance tout à fait conviviale, c'est le cas de le dire. Après une photo de famille pour immortaliser cette rencontre, le président Alassane Ouattara a pris le temps qu'il fallait pour dire au revoir à chacun de ses hôtes au moment où ces derniers prenaient congé du palais présidentiel. Et vous avez entendu le chef de l'État, hier 7 décembre, ce jour anniversaire de la mort du premier président de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny, marque toujours les esprits. Il incarnait les valeurs de paix et de partage. Une messe a été dite en sa mémoire à l'église Saint-Jean de Cocody, en présence d'Henri Konan Bédié, président du PDCI, et de toute la famille de la coalition du Rassemblement des Houphouëtistes. Témoin de l'événement, Gabriel Zani. Le 7 décembre 1993, Félix Houphouët-Boigny tirait sa révérence à l'âge de 88 ans. 22 ans après sa disparition, le premier président ivoirien est toujours présent dans les esprits. Ce lundi 7 décembre, la Côte d'Ivoire entière se souvient de l'homme, mais plus encore sa famille biologique, dont Houphouët Rebecca, Henri Konan Bédié, le président du PDCI RDA et tout le Gotha du Rassemblement des Houphouëtistes, sa famille politique. Une messe est dite pour honorer sa mémoire. En faisant mémoire du président Félix Houphouët-Boigny, nous voudrions faire remarquer que le temps favorable de la Côte d'Ivoire a vu en action la figure emblématique de ce président. Elle dit avec fière allure que la dignité de la Côte d'Ivoire réside dans sa recherche incessante de la paix. Félix Houphouët-Boigny le disait si bien. La paix n'est pas un mot, mais c'est un comportement. L'homélie du curé, un véritable sermon humaniste, souvenir des mémoires de Félix Houphouët-Boigny pour rappeler à l'assistance que l'Houphouëtiste doit mettre au cœur de ses actions la paix et le partage. C'était vraiment un devoir pour nous de venir dire merci à Houphouët, de lui demander de prier de là où il est pour encore bénir le RHDP pour renforcer notre cohésion. Cet anniversaire vient leur rappeler le sens de leur coalition RHDP selon Amadou Soumaoro. Nous sommes tous dans le même élan que nous a inspiré le père de la nation, à savoir le renforcement de l'unité nationale et la recherche effrénée de la paix par le dialogue. Une eucharistie pour prêcher sur les valeurs qui ont marqué la vie de Félix Houphouët-Boigny. Grand bâtisseur, artisan de la paix, son nom traverse encore le temps et ses valeurs deviennent des leitmotifs pour les générations. Autre actualité, le Premier ministre a ouvert hier un séminaire en vue d'accélérer la mise en œuvre du projet e-gouvernement initié par le ministre de la Poste et des TIC. C'est le premier séminaire formel sur la gouvernance électronique dans l'administration ivoirienne. On fait le point avec Christelle Mena. Elle est en place depuis septembre 2013. On en attendait une dématérialisation des services fournis par l'État et une administration publique aguerrie à son usage. Mais ça piétine, l'application e-gouvernance avance peu, malgré les mutations en cours dans le paysage TIC ivoirien. L'appropriation souhaitée par la population des TIC risque en effet de rester un vœu pieux si l'État lui-même ne montre pas le chemin, si l'État lui-même ne se présente pas en modèle dans l'utilisation de ces technologies. L'État ne peut pas se permettre d'être le maillon faible
d'un secteur des TIC en pleine mutation, dont les résultats sont salués par tous et surtout dont les résultats sont visibles partout. Il va donc s'agir au cours de ce séminaire d'une semaine de détecter les besoins et axes de progrès. Le séminaire est en grande partie animé par Richard Kirby, conseiller interrégional sur l'e-gouvernance aux Nations Unies. L'exercice met à contribution des membres de cabinets ministériels, des experts nationaux et internationaux, ainsi que des participants issus du secteur privé. Le présent séminaire sur l'e-government doit être l'occasion d'une évaluation sans complaisance de nos insuffisances pour donner une impulsion nouvelle, forte, ordonnée et coordonner nos ambitions. Pour mener à bien la révolution numérique de la Côte d'Ivoire, il nous faut pouvoir compter sur une administration publique efficace, dotée de ressources humaines de qualité, aguerrie à l'utilisation des TIC et disposant d'un service de gouvernance et de gestion de l'appareil public à la pointe de la technologie. Une telle administration n'est pas un simple rêve, mais elle est à notre portée. Le cap est fixé. Pour l'heure, la Côte d'Ivoire occupe des rangs peu flatteurs dans les classements internationaux d'indices de développement des TIC. 120e place sur 144 dans le Network Readiness Index et 171e place sur 193 dans l'e-Government Index. L'ambition du gouvernement ivoirien est de placer la Côte d'Ivoire parmi les 50 premiers pays au monde sur l'ensemble des classements EDI, EGDI et NRI, mais je vous donne un délai plus long. En 2025. En 2025. Mais au moins d'être parmi les 100 premiers dès 2020. On part à Paris pour parler de l'Action Day. L'Action Day est une journée de présentation des actions et des projets réalisés dans le monde pour lutter contre le changement climatique. Au cours de cette journée, plusieurs exemples ont été cités, dont celui de la Côte d'Ivoire avec son projet de barrage de Soubré. Reportage Mamadou Kwasi. Présentation d'une ville en miniature avec un système de production et de consommation électrique maîtrisé et moins pollueur. Nous sommes à l'Action Day où chaque pays et organisation vient présenter ses efforts et surtout les résultats de ses recherches en termes de développement durable. L'objectif recherché est de trouver des solutions innovantes pour lutter contre le changement climatique mais aussi maintenir le climat à moins de 2 degrés avec une réduction de production de carbone. Et les expériences ivoiriennes sont citées en exemple. Soubré, barrage hydroélectrique, injecte dans le réseau ivoirien de l'électricité 100% d'origine renouvelable, l'hydroélectricité, et donc pourra être récompensé pour son action par des crédits carbone. On mesure les tonnes de CO2 que le barrage de Soubré va éviter en Côte d'Ivoire, et ces tonnes de CO2 sont récompensées sous forme de crédits carbone, et ces crédits carbone sont vendus à des entreprises dans les pays du Nord qui, elles, polluent et en ont besoin pour respecter leur réglementation CO2. Pour les collectivités territoriales, ce partage d'expériences constitue un atout essentiel pour faire face aux nombreux problèmes qu'ils rencontrent au quotidien. Nous, en tant que collectivité territoriale de l'espace UMOA, qui sommes confrontés à certains problèmes tels que l'érosion côtière au sud, l'avancée du désert au nord et la déforestation au centre, il est important de voir ce qui se fait au Brésil, ce qui se fait en Indonésie, ce qui se fait nous-mêmes dans nos territoires. Et je crois que les exemples développés par des personnalités comme Al Gore, développés par des personnalités du monde du privé et de la finance, tout cela nous a permis de voir qu'il y a un cadre de réflexion qui est mis en place. Le président de la République de la France, François Hollande, salue les efforts des États et des organisations. Il a également rappelé que cet accord qui sortira de la COP21 doit être contraignant car la génération actuelle doit laisser une planète saine aux générations futures. Je lance donc devant vous un appel pour que nous soyons capables de dépasser les intérêts des régions, des pays, les intérêts qui sont ceux de nos niveaux de développement, pour que nous puissions être, si je puis dire, à la hauteur de la planète dans son ensemble. Je demande à ceux qui voudraient viser trop haut qu'ils fassent attention de ne pas avoir raison seuls. Je demande aussi à ceux qui voudraient se contenter du minimum qu'à ce moment-là, ils risquent d'avoir le maximum de catastrophes. Je leur demande donc à tous de prendre conscience que les peuples, mais surtout les générations à venir, seront sévères à l'égard
des représentants des gouvernements et des États, c'est-à-dire en fait les chefs d'État et de gouvernement, qui n'auront pas pris leurs responsabilités et qui n'auront pas fait le choix d'un accord universel, contraignant, différencié. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a souhaité la coopération sud-sud dans ce combat planétaire. Il a exhorté une implication véritable du secteur privé et des collectivités territoriales afin de gagner ce combat, car, dira-t-il, pas de plan B puisqu'il n'existe pas de planète B. Et dans la même veine, les représentants du continent sont tous unanimes que l'accord qui va sortir de la COP21 doit être contraignant et applicable à tous. C'est le ton, en tout cas adopté par le groupe africain qui a décidé de renforcer sa position à l'occasion de la conférence sur le climat. On reste toujours avec Mamadou Kouassi. À une semaine de la fin de la 21e conférence des partis portant sur le changement climatique, le groupe africain se concerte. Il s'agit pour les représentants africains aux négociations de s'accorder sur les points devant contribuer à permettre au continent africain de ne plus subir directement les conséquences du réchauffement climatique. Une situation causée essentiellement par les pays développés. Toutes les positions de l'Afrique sont reflétées, les options sont claires. Heureusement, 2 ministres africains vont co-faciliter 2 thèmes très importants pour l'Afrique, le thème des finances et le thème de l'action dans la période 2020, c'est-à-dire le thème qui traite de l'urgence de l'action, le ministre de la Gambie et le ministre du Gabon. Donc, et en termes de substance, les positions de l'Afrique sont reflétées aujourd'hui dans le texte. Donc c'est le meilleur moment depuis ces 4 ans, 5 ans que nous négocions. Sur cet accord-là, la France veut un accord, les États-Unis veulent un accord, ils sont en train de mettre le paquet. On a plus de chances aujourd'hui justement d'avoir un résultat ambitieux que jamais. Selon les différents intervenants, l'Afrique n'est pas allée à la COP21 pour commander de l'argent, mais pour réclamer justice. Car l'accord doit être contraignant et applicable à tous. Et qu'il y ait plus de transparence dans les mécanismes d'évaluation et au niveau des instruments. Et nous avons aussi demandé à ce qu'on soit édifié dans l'accord lui-même. Quel est le type de l'accord? Qu'est-ce que nous entendons par contraignant? Est-ce que la nature de l'accord même a été réglée? Est-ce que c'est un accord tel que le protocole de Kyoto, donc un protocole, ou est-ce que c'est un autre instrument juridique? Et aujourd'hui, lorsque l'on regarde les 17 ODD qui ont été mis en place au niveau de New York il y a seulement quelques mois, on se rend compte que s'il n'y a pas un leadership mondial, ces objectifs de développement durable pour les 15 prochaines années ne pourront pas être atteints. L'Afrique veut vraiment aller ensemble dans ces négociations qui s'avèrent un peu délicates et difficiles. Mais nous sommes convaincus qu'ensemble, pays développés et pays africains, nous trouverons au soir du 11 décembre la solution nécessaire. Le renforcement des capacités, le transfert des technologies et le financement des projets de réduction des gaz à effet de serre, ce sont autant d'attentes des pays africains. Au soir du 11 décembre prochain, soit à la clôture de la COP21, les États africains souhaitent voir leurs préoccupations prises en compte par l'humanité. L'information vient à peine de nous parvenir. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi, a reçu l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire à qui il a remis une lettre de protestation du gouvernement ivoirien suite au mandat d'amener émis par un magistrat français à l'encontre du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Notre reporter qui vient juste d'arriver nous en dira plus dans nos prochaines éditions. Mais avant, nous vous proposons maintenant d'écouter le ministre d'État, Charles Kofi Dibi. Extrait. Nous avons convoqué l'ambassadeur de France pour lui remettre une lettre de vive protestation émise par nous-mêmes, que nous avons demandé que cette note soit transmise au ministre des Affaires étrangères et du Développement international de France, Excellence M. Laurent Fabius, parce que la Côte d'Ivoire estime que le mandat d'amener qui a été émis par le juge d'instruction, vice-présidente du tribunal de grande instance, Mme Kéry Sabine, viole totalement, premièrement, les coutumes et la pratique diplomatique, viole également le traité de coopération, les accords de coopération qui unissent nos pays depuis 1961
en matière judiciaire, ainsi que les traités internationaux auxquels nous sommes tous soumis. Et en plus, il faut le rappeler, le séjour du président de l'Assemblée nationale se fait sous mandat de représentation émis par le président de la République. Dans ces conditions, il bénéficie d'une immunité absolue. Aucun mandat ne peut être émis à son encontre. Nous exigeons dans ces conditions-là que le mandat émis soit totalement annulé et soit de nul effet. Et c'est pour cela que nous avons transmis ce courrier de vive protestation à notre homologue français. Déclaration du ministre d'État Charles Kofi Dibi qui a remis une lettre de vive protestation du gouvernement ivoirien suite au mandat d'amener émis par un magistrat français à l'encontre du président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro. Nous y reviendrons dans notre édition de 20h. Dans le domaine de la défense, la situation est sous contrôle à Olodio, dans le département de Tabou. Olodio, vous le savez, a été attaqué la semaine dernière. Bilan, plusieurs morts et des blessés. Aujourd'hui, la situation est calme. Les populations vaquent à leurs occupations. Abou Sanogo. Olodio, jeune sous-préfecture dans le département de Tabou. D'ordinaire calme, Olodio était dans la nuit de mardi 1er à mercredi 2 décembre la cible d'individus armés. C'était à 5 h le matin. On a entendu des armes, mais nous tous, on ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Arrivé chez le sous-préfet, on lui a demandé, ah commandant, nous sommes réveillés par des coups de fusil dont on ne sait pas les causes. Donc voilà pourquoi nous sommes venus vous voir. Il a dit que les militaires lui ont dit que c'est une attaque. Aujourd'hui, Olodio se remet de cette nuit. Les activités ont repris et les populations gagnées auparavant par la peur vaquent à présent à leurs occupations. Oui, aujourd'hui, en tout cas, ça va même ma santé, mais ça va un peu aujourd'hui. Et puis que ça va un peu. Que Dieu, en tout cas, il va faire le reste. Plusieurs forces ont été déployées sur le terrain pour traquer les assaillants et faire revenir la sérénité au sein des habitants de Olodio. Nous sommes une jeune sous-préfecture. On veut aller de l'avant, on vient d'avoir des poteaux, on veut électrifier le village. Mais s'il y a ces genre d'événements, il n'y aura pas de développement. Mais si ils sont attaqués, ça veut dire quoi? C'est nous on a attaqué parce que c'est eux, ils sont attaqués, mais après eux là qui vient, c'est nous. Ratissage, bouclage et patrouille dans la ville et ses environs se poursuivent. Les forces de défense maintiennent leur position. N'empêche que la population attend beaucoup des autorités gouvernementales. Je voudrais que les forces de l'ordre soient dotées d'un bon matériel. Nous sommes à la frontière, elle est perméable. On est à 10 km du fleuve. Des mesures sont annoncées par le gouvernement. Et il s'agit du renforcement de toutes les positions militaires, le renforcement du dispositif sécuritaire dans le cadre de la défense opérationnelle du territoire et la construction immédiate de nouvelles casernes. Saisie de pneus et de pièces détachées à Boaké, valeur plus de 57 millions de francs CFA. Des opérateurs économiques véreux ont voulu contourner les services des douanes pour faire rentrer ces pneus et pièces détachées dans le Béquet. Reportage Soro Corona, commentaire Kader Sogodogo. 2390 pneus de moto, 629 pièces détachées pour un montant de plus de 57 millions de francs CFA. C'est la saisie de la subdivision de la surveillance et des interventions de la direction régionale des douanes de Boaké. Saisie faite le vendredi dernier aux environs de 5 h du matin au corridor sud de Boaké. Ces opérateurs économiques ont voulu passer entre les mailles des filets en utilisant des documents ayant déjà servi pour dédouaner une cargaison de la même valeur. Selon les responsables des douanes ivoiriennes, cette méthode est utilisée par les opérateurs pour contourner le système. Il s'agit d'un document qui a été utilisé une première fois pour déplacer des marchandises d'un point A à un point B. En l'occurrence ici c'est Boaké, et puis ce document quelques jours après a été réutilisé pour le même type de marchandises. Et donc nos éléments ont été extrêmement vigilants, ils en ont pu mettre la main là-dessus. Ce sont au total 629 colis de pièces détachées de moto et 2395 colis de pneus d'une valeur sur le marché intérieur de 57 500 000 francs. Cette saisie a été possible grâce à la vigilance des éléments postés au corridor. Le dédouanement des marchandises non produites en Côte d'Ivoire est un acte civique auquel chaque opérateur économique doit se soumettre pour le développement du pays.
Autre sujet, vous connaissez sans doute la Fondation Conrad, fondation installée depuis plus de 2 décennies au Bénin. La fondation est désormais délocalisée en Côte d'Ivoire. Cette fondation œuvre depuis 27 ans à la promotion du dialogue politique en Afrique de l'Ouest. Cérémonie d'inauguration des locaux avec Ablaye Koné et Hamza Diaby. Installée à l'orée de la démocratie au Bénin depuis 1990, la Konrad Adenauer Stiftung vient de délocaliser officiellement à Abidjan 2 mois seulement après l'ouverture de ses bureaux régionaux dans la capitale économique ivoirienne. Un acte qui renforce davantage la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. La Côte d'Ivoire, c'est vraiment un pays très central. Et ça aussi, pour nos programmes régionaux, c'est vraiment très attractif. Et ça, c'est aussi une raison pour être ici. Le représentant du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a salué le corps diplomatique allemand et les premiers responsables de la fondation. Il a cité en exemple le PDWA, un programme pour le dialogue politique en Afrique de l'Ouest pour le développement des pays, lequel programme a reconnu les efforts consentis par le gouvernement ivoirien afin de redonner à la Côte d'Ivoire son lustre d'antan. Votre présence en Côte d'Ivoire est considérée par le ministre des Affaires étrangères comme un encouragement à ce que nous avons franchi comme étape, mais la démocratie est un processus et de ce point de vue, la Côte d'Ivoire voudrait compter donc sur la Fondation pour l'assister dans cette marche vers la démocratie et vers l'état de droit. La Konrad Adenauer Stiftung est la 3e fondation allemande à s'installer en Côte d'Ivoire après la GIZ et l'Institut Goethe. Dans l'actualité, la journée nationale de l'audition, occasion pour nous de parler des problèmes d'audition qui gagnent du terrain en Côte d'Ivoire. Sur 100 élèves, 6 à 7 d'entre eux n'entendent pas. La société ivoirienne d'ORL, à travers les journées de l'audition, veut prévenir les problèmes de surdité. Pour cette 10e édition, une innovation de taille, nous explique Kadi Fadiga. L'oreille est l'organe de l'audition, mais également celui de l'équilibre. Dans le monde, plus de 360 millions de personnes souffrent de déficiences auditives incapacitantes. En Côte d'Ivoire, sur 100 élèves ou étudiants, 6 à 7 d'entre eux n'entendent pas. Les journées nationales de l'audition organisées par la société ivoirienne d'ORL offrent cette occasion, prévenir la surdité par des séances de dépistage gratuits. Et pour cette 10e édition qui démarre le 8 décembre, l'innovation est au rendez-vous. Pour la première fois en Afrique de l'Ouest, auront lieu la pose d'implants cochléaires. C'est une chirurgie qu'on réserve uniquement aux surdité profondes pour lesquelles jusque-là, il n'y avait aucune solution. Il existe une partie implantable donc à l'intérieur de l'oreille et une deuxième partie qui sera visible sous forme de prothèse, comme un contour d'oreille qu'on place sur l'oreille. L'apport dans le développement du langage de l'enfant est indéniable. Donc ce sont des solutions qui changent la vie d'un enfant sourd. La surdité peut être due à des causes génétiques, à des complications à la naissance, à certaines maladies infectieuses ou à l'exposition à un bruit excessif. Cette dame de 44 ans, par exemple, a un tympan perforé. Quand le tympan ne cicatrise pas seul, il existe des procédures de réparation comme la greffe du tympan ou une reconstruction du tympan. Et pour l'implant cochléaire, 10 enfants pourront bénéficier lors des Journées nationales de l'audition de cette innovation, la première en Côte d'Ivoire. Santé et après éducation, l'école primaire publique de Brafédon, localité située dans la sous-préfecture de Grand-Laou, vient de se doter d'un bâtiment de 3 classes, un don du conseil régional des Grands Ponts. Commentaire Thérèse Tapeyoboué. Brafédon est une localité située à 18 km de Grand-Laou, région des Grands Ponts. L'école primaire publique 2 de cette localité vient de se doter d'un bâtiment de 3 classes, un bureau du directeur et un lot de tables-bancs. Coût total, 27 millions de francs CFA. Les clés des salles de classe ont été remises officiellement aux responsables de l'école par le 2e vice-président du conseil régional, Serge Bombo. Jean Gras-Begré, président du COGES de Brafédon, s'est réjoui de ce que désormais, avec 12 classes, l'épineux problème des surcharges sera résolu dans cette école créée en 1953. Après le don, place à la 3e session ordinaire du Conseil régional des Grands Ponts à Grand-Laou. Le président Joseph Gabriel Yassé a, à cette occasion, rappelé les projets à réaliser dans la région.
notamment la création d'une annexe de l'université Félix Houphouët-Boigny, la construction d'un CHR et d'un lycée technique à Yassab. Quant à Grand Laou, elle bénéficiera d'une zone franche et la construction d'un port de pêche. Pour le programme triennal, le Conseil a adopté un budget qui s'élève à plus de 7 milliards de francs CFA. Terminons en images. En Afrique du Sud, Oscar Pistorius, reconnu coupable en appel du meurtre de sa compagne, a demandé ce mardi sa mise en liberté sous caution. C'était lors d'une audience où le champion paralympique sud-africain joue gros. En cas de refus, il retournera en prison. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité.